Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bienvenue pour ce 3e rendez-vous de la 5e saison des rendez-vous d'une campagne agricole, toujours en compagnie de Frédéric. Et aujourd'hui, notre invité est le directeur agronomique de l'Allemand Plantcare, qui est aussi notre partenaire sur ce podcast, Olivier Corr, qu'on avait eu le plaisir de recevoir l'année dernière, où on avait parlé d'activités biologiques et puis aussi de l'agriculture de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on va parler de l'eau. C'est un sujet crucial. Dans une bonne partie du pays, l'eau n'est pas encore tombée. Les réserves sont basses. La pluie manque et donc on va discuter un petit peu de l'eau dans les systèmes cultivés avec Frédéric. On va faire un petit tour de la planète sur ces sujets-là. On fera un bilan aussi du programme Fondation avec Olivier, ce programme de recherche participative sur l'inoculation mycorhizienne des couverts avant maïs, avec des pistes de travail intéressantes. Puis après, tous les trois, on parlera de ce que peut être l'agriculture de demain et la gestion des équilibres. Arrêter de vouloir détruire et tuer systématiquement quand on a un problème. Voilà, comment est-ce qu'on peut gérer des équilibres ? Il y a des pistes de travail intéressantes, des réflexions. On va commencer. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Frédéric, si on parle de la question de l'eau, on est sorti l'année dernière d'une année quand même qui a été difficile au niveau climatique. Celle-là, on ne sait pas, il pleuvra peut-être après, mais elle commence assez sèchement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'agriculture de conservation, de régénération dans des climats, on va dire, arides, plus arides que le nôtre ? Alors, déjà, on est début mars, on nous annonce de la pluie sur la semaine. Peut-être que certains vont être chanceux et vont recevoir suffisamment de pluie pour aller plus loin, d'autres peut-être moins. C'est vrai que on ressent que on va peut-être pas aller vers des climats arides, parce que qui dit aridité dit une pluviométrie qui est inférieure à l'évapotranspiration, mais des pluviométries très aléatoires, des canicules, et peut-être que 2022 était une illustration de ce que le climat risque de devenir dans les années à venir. Alors, je préfère rester au conditionnel parce qu'il est toujours possible d'avoir des revirements de situation et des années qui fonctionnent mieux. En tout cas, l'ensemble du pays est globalement aujourd'hui en déficit hydrique et ça mérite réflexion. Alors, si on regarde les expériences dans des pays où l'eau est rare, on va en regarder 3. Le premier est l'Australie, où la majorité des surfaces qui sont cultivées en céréales sont des surfaces ou des zones où on prend aux alentours de 300 mm. En dessous de 300 mm en moyenne, on ne cultive plus. Et jusqu'à 450-500 mm. Donc là, on est vraiment dans une situation très aride et très sèche, alors que cette année, ils ont eu énormément d'eau qui a permis une excellente récolte avec des difficultés à la moisson, même de grosses difficultés. Et les Australiens, en adoptant l'agriculture de conservation, surtout le semi-direct et le paillage des parcelles, avec une amélioration de l'état organique des sols, ont quand même réussi en l'espace de 20 ans de doubler la productivité de leur pays. Et ça, c'est en partie dû à la meilleure gestion de l'eau. Alors, c'est doubler la productivité tout en ayant des crises climatiques beaucoup plus sérieuses sur ces 20 dernières années. Si on regarde une autre région, on ne s'attend pas qu'on soit dans une situation aride. C'est le centre du Canada, le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta, où là, on est sur du 300 mm ou 280 mm à 400, 450 mm maximum.
où un tiers de la pluviométrie vient généralement avec de la neige. Et là aussi, la gestion des résidus et la conservation sur le sol a énormément amélioré la gestion de l'eau. Alors dans ces pays-là, on a un critère qui est souvent mis en avant. Ça s'appelle le Water Use Efficiency, WUE, l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Et c'est exprimé en kilos de grains produits par millimètre de pluie. Et en fait, à partir du moment où on laisse les résidus, et encore plus dans les travaux du Canada, c'est M. Guy Lafont qui a fait ce travail-là à Indian Head, la station de recherche. À partir du moment où on laisse les résidus le plus haut, eh bien on limite l'évaporation et on améliore la quantité de grains produite par millimètre d'eau. Et donc ça a engagé aujourd'hui pas mal d'agriculteurs australiens et canadiens à revenir à des récoltes avec des stripper head, donc simplement peigner les grains de céréales pour laisser la majorité les chaumes hauts, avec des bénéfices induits qui sont assez intéressants. On pourra y revenir plus tard. Un autre pays qui est en train de s'engager dans cette direction-là, aussi pour le problème de l'eau, c'est le Maroc, chez lesquels il y a eu pas mal de recherches qui a été fait avec de la comparaison entre agriculture conventionnelle et agriculture conservation semi-directe. Et les Marocains ont un objectif de démultiplication de cette agriculture-là très forcé. Et ils appellent ça l'agriculture climato-intelligente, parce que également chez eux, l'eau est encore plus rare que chez nous, et on a très bien mesuré l'intérêt de la simplification du travail du sol, encore plus le semi-direct et la conservation des résidus dans la gestion des pluies rares. C'est vrai que la situation est plus aride que ce à quoi on est habitué chez nous, mais on n'est pas sur les mêmes niveaux, ou pas encore. Disons que peut-être que dans quelques temps il faudra s'inspirer des expériences marocaines. Si on s'intéresse à ce qui se passe chez nous sur la gestion de l'eau, donc on sait que l'idée c'est d'avoir un sol qui soit protégé en surface par des résidus, par de la matière organique, pour qu'il ne subisse pas l'eau mais qu'il soit capable de l'accueillir, un sol qui soit correctement organisé. Tout ça passe par de la production de photosynthèse supplémentaire, donc produire de la biomasse additionnelle de couverts végétaux. Et ça, c'est un point qui fait très peur. Alors, qui fait très peur aux agriculteurs, qui fait peur aussi aux vignerons. C'est la compétition directe qu'on peut avoir entre les couverts et l'eau. Un couvert, effectivement, risque de consommer de l'eau que j'aurais pu en fait conserver dans mon sol pour produire mes résimes. Quel est ton regard aujourd'hui là-dessus ? Est-ce que on prend un risque à court terme, mais à long terme, on a un gain sur l'eau ? Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le risque à court terme sur les couverts ? Excellente question. Et en fait, c'est... je dirais la problématique de la gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin méditerranéen qui a été exporté dans les pays nouveaux. Depuis la nuit des temps, on a peur de cette compétition entre une végétation et la culture, entre une végétation et des arbres, entre une végétation et la vigne, sachant que faut être assez lucide. Des plantes pérennes ont quand même la possibilité de descendre assez profond. Et en fait, l'agriculture de conservation nous a amené assez de connaissances aujourd'hui pour comprendre que c'est pas l'eau qui est le premier facteur limitant, mais c'est souvent la fertilité. Et lorsque l'on est sur des sols où la fertilité diminue, où la fertilité est basse, eh bien dès qu'on va avoir une végétation concurrente qui s'installe avec une céréale, mais qui s'installe encore plus avec de la vigne, avec des arbres, eh bien on va avoir peut-être une petite concurrence sur l'eau, c'est pas sûr. À partir du moment où on va raisonner bilan, mais on va avoir une concurrence qui va s'installer sur la fertilité disponible. Et là, ça peut créer des blocages qui sont souvent
impliqués à l'eau qui est consommée par la végétation. Et en fait, plus la fertilité s'écrase, eh bien, plus on est sensible à cette problématique de concurrence et plus on a tendance à dégager la végétation et à créer encore plus de points chauds, se rendre encore plus sensible à l'eau. Et en fait, on est dans un scénario où progressivement on se crée une situation de désertification où on devient plus sensible à l'eau et des sols qui s'appauvrissent et où on a moins de possibilités de remettre de végétation. Et donc en fait, c'est presque tout le contraire qu'il faut arriver à faire, revégétaliser un maximum. Et aujourd'hui, grâce à la fertilisation, on peut arriver, et à les connaissances que l'on a, on peut arriver à mieux gérer ces flux de fertilité entre la culture de rente ou la plante de rente et les interrants ou les intercultures, où là on va avoir des plantes qui vont être favorables à la structuration du sol, à la protection du sol, à accepter aussi des pluies très abondantes, parce que qui dit sécheresse dans notre climat, on n'est pas dans des zones arides, dit aussi des pluies très importantes. Donc il faut être capable de capter énormément d'eau en très peu de temps. Donc il y a effectivement cette gestion tactique de la couverture, c'est effectivement d'arriver en fait à gérer correctement la couverture pour être en mesure de libérer de la fertilité au bon moment, d'autant plus qu'on sera dans des systèmes où la fertilité est faible. Moi je pense vraiment à la vigne où on a observé des blocages mais radicaux l'année dernière, puisque la vigne c'est un peu on-off. Si elle n'a pas le minimum dont elle a besoin, en fait elle va complètement se bloquer, puis on a loupé au change. C'est des phénomènes qu'on verra sans doute moins en grande culture. Et puis après, il y a aussi sans doute l'investissement sur le long terme, c'est-à-dire transformer une partie de l'eau en matière et en matière organique. Quel va être le rôle de la matière organique justement sur cette gestion de l'eau ? Alors, avant de revenir sur le rôle de la matière organique sur la gestion de l'eau, je voudrais citer un exemple assez extraordinaire que j'ai eu la possibilité d'observer pendant ma carrière d'agriculteur, d'agronome. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis en 1982, toute la grande plaine qui était située à l'ouest de l'État du Minnesota où j'ai commencé de travailler, c'est une plaine qui est aride, qui est en dessous des zones du Canada dont je parlais tout à l'heure. Et à l'époque, pour économiser de l'eau, eh bien, on cultivait du blé une année sur deux. Et pour avoir suffisamment d'eau l'année où on cultivait le blé. Et de plus, on passait toute la saison sur la parcelle ou les parcelles qui avaient été laissées sans culture, à les déchaumer constamment pour éviter qu'on ait une plante qui pousse et qui consomme de l'eau. Et ça, c'était à l'époque, quand on m'a parlé de dry farming, j'ai pensé qu'ils avaient raison. Mais c'était une logique implacable. Fallait qu'on économise de l'eau pour avoir du blé correct une année sur deux. Et à chaque fois qu'on cultivait du blé tous les ans, le deuxième blé était plus faible. Et puis dans les années 90-2000, certains agriculteurs ont commencé à semer d'autres cultures. Il y avait la possibilité de destruction chimique de ces intercultures et ils ont commencé à mettre des légumineuses. Et on s'est aperçu qu'après, eh bien, ma foi, des légumineuses, le blé poussait aussi bien, si ce n'est mieux, et avec même une amélioration du taux de protéines. Donc en fait, l'idée qui avait survécu pendant presque 80 ans a été, en l'espace d'une dizaine d'années, complètement mise à la poubelle, parce que en fait, le travail du sol dans ces zones arides, minéralisé, libérer de la fertilité, et en fait c'était pas l'eau qui faisait de la différence, c'était la fertilité qu'on avait accumulée pendant les 2 ans, et à partir du moment où on a mis des légumineuses, ça se passait complètement différemment, tant et si bien que quand on regarde les résultats, en cultivant tous les ans dans ces zones qui étaient arides, et c'est-à-dire en végétalisant leurs intercultures qui étaient une année sur deux, et bien ils ont augmenté, si je me rappelle bien leurs chiffres, leur rendement de 22% et leur taux de protéines de 1,3 ou 1,4. Donc c'était vraiment pas l'eau qui était le problème. Et pour rebondir sur la première question sur la matière organique, ben, la matière organique va avoir énormément d'effets sur la gestion d'eau. Déjà, on accepte
assez couramment que ça va être une amélioration du stockage potentiel. Ça va être aussi, dans beaucoup de situations, la matière organique en surface, la capacité de mieux absorber l'eau. Les sols ne vont pas se fermer. On est ici aujourd'hui dans la région de Toulouse, on est au cœur des boulbènes et des limons du sud-ouest. Et en fait, une simple croûte de battance, qu'elle soit au printemps, en été, en automne, va complètement stopper l'infiltration de l'eau dans le sol. Et si on remet de la matière organique en surface, on remet cette résistance à la battance, on va conserver cette porosité qui va faire que l'eau va pouvoir s'infiltrer. Ensuite, qui dit matière organique, dit aussi une meilleure alimentation de l'activité biologique qui va pouvoir faire entretenir, créer une partie de la porosité, et entre autres des macrospores, parce que si on veut faire rentrer de l'eau rapidement dans le sol, il faut pouvoir évacuer de l'air aussi rapidement. Et ça n'est possible que si on a de la macroporosité, et souvent c'est bien si on a des anéciques dans le système. Et dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est qu'à partir du moment où on recrée de la matière organique, on va pouvoir entretenir des flux de fertilité supplémentaires qui vont faire qu'on peut produire ou accompagner une production de biomasse avec un minimum d'eau. Parce que, en fait, les plantes n'ont pas seulement besoin de boire, c'est le sol qui a besoin d'être humide pour fonctionner. Et si on arrive à conserver un peu de fraîcheur dans la matrice sol, eh bien, en fait, l'ensemble de l'activité biologique va pouvoir continuer de fonctionner et de transférer, même si c'est moins, mais un peu de fertilité aux plantes qui fait qu'on sera moins sensible au phénomène de sécheresse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit très très bien sur les couverts végétaux. Moi, j'ai en tête des parcelles chez toi, voisines de celles de ton voisin Franck Bechler, avec donc 20 ans d'écart de pratique et de compostage de différence, semis des mêmes couverts à la même date, avec le même matériel et le même chauffeur. En fait, on a des développements de végétation qui sont pas du tout les mêmes, et c'est absolument pas dû à des écarts de pluviométrie. Alors, il y a peut-être un stockage ou une continuité structurale qui fait que les plantes ont dans un deuxième temps accès à un petit peu plus d'eau. Mais effectivement, on voit très très bien que c'est très lié à la fertilité du sol. Si je peux me permettre, en 2022, ça a été, comme tu le disais, une année très stressante, très éprouvante pour l'agriculteur que je suis, la majorité des agriculteurs. On a cru qu'on était à la veille de la catastrophe à plusieurs moments dans l'année. On s'est même posé la question si c'était nécessaire ou si c'était censé de semer les couverts post-moisson, parce qu'on était en plein pic de chaleur, la forêt des Landes était en train de brûler, et puis on a quand même semé les couverts, et en fait ils ont réussi à germer, à s'installer, à survivre. La végétation était complètement ridicule sortie du mois d'août, parce qu'il n'avait pas plu, comme partout. On n'a pas été chanceux plus que les copains. Et puis, miraculeusement, on a eu un petit peu d'eau sur septembre, et puis encore un petit peu d'eau sur la mi-septembre, qui a entretenu une minéralisation qui s'est mise en place. Et on a terminé avec la douceur que l'on a eue et la fin de saison hyper positive. On termine avec entre 7 et 10 tonnes de matière sèche. Donc j'ai pour l'année 2022 pratiquement les meilleurs, ou c'est dans le tiercé des meilleurs couverts que j'ai pu faire sur ma ferme. Donc la première information que je retire de ça, c'est quoi qu'il arrive, faut semer. Parce que si on baisse les bras, on n'aura jamais de résultat. Donc il fallait semer en 2022. Certainement qu'il faudra encore semer correctement des couverts en 2023. La deuxième réponse, c'est que derrière, on a fait des analyses d'auto-fertilité grâce aux gens de Celestalab, et on nous a trouvé des niveaux de minéralisation qui étaient entre 170 et 250 unités d'azote grâce à la matière organique libre que l'on a dans le sol, et qui est un petit peu le moteur de la fertilité, et qui a permis certainement d'alimenter
en fertilité, correctement les couverts et de les maintenir en vie et de faire en sorte que dès qu'on avait le petit peu d'eau qui a permis de relancer la machine, on a eu beaucoup de fertilité pour faire pousser, protéger le sol, mieux capter l'eau et de faire en sorte qu'on a capitalisé le peu d'eau qu'on en a eu en fin de saison. Donc moi j'ai 2 formules pour clore cette première partie. La première c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Yes. Si je sème pas, je gagne pas. Et puis il y a un autre adage que j'affectionne particulièrement de Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier. Donc il était venu l'année dernière nous parler du programme Fondation. Il va nous rappeler ce que c'est. Donc Olivier Corr, c'est le directeur agronomie de l'Allemand Plantcare, qui est un spécialiste du monde vivant. On peut dire ça comme ça, qui est aussi notre partenaire et qu'on remercie sur ces podcasts. Le petit rappel, donc le programme Fondation, c'est d'essayer d'inoculer avec des mycorhizes qu'on ne présente plus des parcelles sur les couverts végétaux, en essayant en fait de transformer la parcelle en incubateur, en démultiplicateur de mycorhizes, et puis en regardant ce qui se passe sur les maïs après. Donc Olivier, où en est ce programme Fondation ? Alors, dans ce programme Fondation, on a eu la chance d'avoir 83 agriculteurs qui nous ont suivis. On n'a pas récupéré 83 données, je dirais, parce que, comme tu l'as dit, on a eu des années un petit peu difficiles. Donc il y a certains agriculteurs qui n'ont pas récolté leur maïs, qui ont jugé que le coût était trop important pour la quantité produite. D'autres qui se sont mis en 4 pour aller jusqu'au bout, qui ont, je dirais, investi dans notre programme parce que ça leur a coûté plus cher de récolter que ce qu'ils ont récolté. Donc grand merci déjà à tous les gens qui nous ont suivis. On arrive avec 23 résultats significatifs, intéressants sur ce programme-là, sans compter les 2 résultats qu'on a eus avec toi, puisque tu faisais partie du projet. Mais je t'ai mis à part. Parce que tu avais 1 an d'avance par rapport aux autres, donc c'est sur 2 années différentes. Donc on a 23 données sur cette année. Alors on n'a pas encore l'analyse finale. En fait, on souhaiterait analyser toutes ces données à l'aide de géostatistiques, de façon à pouvoir avoir une vision un peu plus fine de la parcelle. Donc pour l'instant, sur ces 23 données, on n'a que des chiffres bruts de pesée, donc en fonction des différentes bandes. Qu'est-ce que tu peux t'as parlé de géostatistique. Alors c'est quoi comme approche de données ? La géostatistique, c'est une méthode que l'on connaît depuis très longtemps, qui a permis notamment à M. Crick, par exemple, de suivre des filons d'or en Afrique du Sud. Et quand j'utilise ce mot, c'est un peu abusif. En fait, on a utilisé des méthodes mathématiques de géostatistique pour modéliser le rendement sur une parcelle. Ce qui nous permet de modéliser le rendement du maïs qui a suivi un couvert végétal non mycorhizé et en même temps de modéliser le rendement qu'on a sur la parcelle pour le maïs qui suit un couvert mycorhizé. Ce qui nous permet de comparer les deux avec une grande précision et de voir sur la parcelle si l'on gagne, où l'on gagne et si statistiquement il y a une différence entre les 2 traitements. Pour l'instant, sur les 23 agriculteurs, on n'a pas pu mettre en œuvre cette méthode. On le fera dès qu'on recevra des photos satellitaires qui vont nous permettre d'analyser ça. On l'a fait sur les parcelles de Frédéric parce qu'on disposait d'une carte de rendement. Donc, on s'aperçoit sur les pesées brutes qu'on retrouve des chiffres, on retrouve un gain moyen de l'ordre de 500 kg sur le maïs qui a été implanté là où il y a des couverts mycorhizés. Chez Frédéric, sur ta parcelle, je crois qu'on trouvait 900 kg de différence, avec une différence statistique. Donc, on va voir comment ça se passe. Je crois que ce qui t'avait frappé aussi, c'est que quand on avait regardé les résultats chez toi, Frédéric, c'est qu'on voyait qu'il y avait des morceaux de la parcelle sur lesquels on gagnait et des morceaux sur lesquels on perdait.
Ouais, c'est un fait que j'ai été surpris par deux choses. Lorsqu'on a commencé à regarder les cartes, on est sur des bandes de 36 mètres, qui sont juxtaposées, bandes traitées, bandes pas traitées. Et en fait, je m'attendais à voir des bandes vertes, des bandes rouges, des bandes vertes, des bandes rouges. Et en fait, en y regardant de plus près, je me suis aperçu que c'était une multitude de points avec des verts, des rouges, des verts, des gris. Où on ne voyait rien de différent, et qu'en fait, bien ma foi, le traitement avait à la fois des aspects positifs et à la fois des aspects négatifs et des aspects neutres, et c'était la somme de tous ces aspects-là qui faisait la différence. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez frustrant, parce que je viens d'un monde où on est habitué à voir, on a des herbés, on n'a pas des herbés, on a des mauvaises herbes, on n'en a plus. Et là, lorsqu'on travaille avec le biologique, on a la sensation qu'il va falloir être un peu plus formé, à comprendre ce qui se passe. Et puis après, ce qui m'a intéressé, c'est bien entendu le résultat global à la parcelle, et de voir qu'en fait c'était la partie de la parcelle, parce que c'était très facile à détecter. Ça a été une de mes premières réactions, que en fait c'est deux champs que j'ai mis ensemble, et c'était la zone qui était anciennement prairie qui a pratiquement le plus réagi positivement comparé à la zone qui était en céréales et qui a été aussi en asperges à un moment donné. Donc en fait mes deux parcelles, par rapport à leur réaction, mes deux anciennes parcelles réapparaissaient de manière assez nette sur la carte. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent, quand on pense biostimulation et des choses comme ça, on imagine souvent qu'on va avoir un effet beaucoup plus important dans les endroits où on a peu de vie. Et donc, on voit beaucoup d'activateurs biologiques de sol, etc., dans les régions légumières où les sols sont déjà un peu rétamés, etc. Et en fait, Olivier, ce que ça, pour le moment, les premiers résultats semblent vouloir dire, et qui est assez intéressant, c'est que, non, ça réagit mieux là où le sol va bien. Oui, c'est très très clair. Ça, c'est absolument très clair, et c'est vraiment un des enseignements majeurs que l'on retire de cette expérimentation, c'est qu'on a une réponse d'autant plus positive que le milieu est déjà vivant, en fonction de la biodiversité du milieu. Donc en fait, ce sont des méthodes qui permettent d'avoir de meilleurs résultats là où on a déjà de la vie, là où il y a déjà quelque chose qui est prêt à recevoir, je dirais, ces technologies-là. Donc ces technologies ont d'autant plus d'intérêt, je dirais, dans une démarche construite depuis longtemps, autour de la fertilité, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi de tout ce process de vie. En fait, il est probable que ces micro-organismes, quels qu'ils soient, agissent sur la flore globale. On n'agit pas sur quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'est pas assez riche. Donc ce sont plutôt des technologies qu'on peut imaginer imbriquées ou appliquées dans un milieu qui a déjà été qui est déjà favorable, qui a déjà été travaillé. Donc, Alors ce que tu veux dire par là, pour pas qu'il y ait de confusion, en fait ça c'est quelque chose qu'on avait vu l'année dernière quand on parlait, c'est que ce qu'on va pouvoir amener perturbe généralement assez peu la vie du sol, on ne change pas la vie du sol, etc. Complètement. Et donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on induit un changement de comportement de la flore indigène, parce qu'en fait, on va changer peut-être la nature des signaux, les inductions, les interactions entre différents organismes. C'est exactement ça. Alors malheureusement, on n'a que des petites portions de compréhension de ça. Il y a quelques papiers extrêmement intéressants qui sortent en ce moment sur la modification des exudats racinaires, par exemple, sur les plantes inoculées ou non inoculées avec des champignons mycorhiziens, et où on s'aperçoit que ça change considérablement le type, la formule des exudats racinaires des plantes, et probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on a d'autant plus de réponses quand ces exudats peuvent recruter, je dirais, des bactéries intéressantes dans le milieu effectivement déjà existant dans le sol.
Ouais, moi, en complément, je me suis donné l'image suivante qu'on va retrouver avec la fertilité et les couverts dont on parlait juste avant. C'est qu'en fait, quand tu as un sol qui fonctionne bien et qui est capable de porter des couverts, l'activité biologique va réagir. Et en fait, quand tu as un sol qui fonctionne moins bien, qui est compacté, qui manque de matière organique, qui manque de fertilité, tu as beau semer les bonnes recettes de couverts, ma foi, on a des fois des couverts qui sont très moribonds et qui sont liés plutôt à la fertilité, à la dynamique de sol. Et je pense qu'on peut assez facilement faire le parallèle. Faut pas rêver, c'est pas des graines qui vont transformer le sol, c'est pas d'initier une forme de vie qui va transformer le sol. Il faut déjà avoir une bonne dynamique et on va la guider, cette dynamique, cette activité du sol. Alors ça, tu m'amènes en fait à mon point suivant. Tu as parlé tout à l'heure, moi j'étais habitué aux herbicides, c'est noir ou c'est blanc. Donc il y a deux choses. Il y a effectivement la manière d'agir des intrants qu'on utilise toujours, traditionnels, tout ce qui est en seed, herbicides, fongicides, insecticides, et puis j'en passe. J'ai un problème, en fait, j'élimine la menace. Et en fait, on élimine quelque chose, mais en fait, on a retiré une brique du château, et quand il n'y a plus beaucoup de briques, tout s'effondre. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui me frappe aussi dans l'analyse spatiale des données, en fait, la finesse de la data, de la détection, ça peut être de la détection carte de rendement, satellite, drone, tout ce qu'on a, c'est qu'on s'aperçoit que, pareil, avant on faisait une parcelle, un résultat statistique, une moyenne, et puis une distribution de population, et puis on avait cet effet noir ou blanc, et puis dans des parcelles où c'était noir ou blanc, et en fait là on arrive à une finesse de données. On savait qu'on était dans des systèmes complexes, maintenant on a la capacité de les observer de manière fine, et Olivier, sur la route en venant, parce qu'on n'a pas dit, mais Olivier et moi on habite à Nantes, mais on est venu enregistrer un podcast à Toulouse, hein, tout va bien. Et en venant sur la route, en fait, tu nous parlais d'un exemple au Brésil avec un insecticide de nouvelle génération qui n'en est pas un. Et est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça... Oui, avec plaisir. Donc, en fait, c'est... on s'aperçoit qu'avec ce type, alors l'insecticide dont tu parles, c'est en fait un champignon qui existe dans la nature et qui a la faculté d'infecter certains insectes. Il germe à la surface de la cuticule de l'insecte et puis rentre dans l'insecte et se nourrit de l'insecte, le détruisant, ce qui est assez horrible. Hein. Mais ce champignon se multiplie et est d'autant plus efficace qu'il y a un grand nombre d'insectes à manger. Et s'il n'y a pas d'insectes à manger, il n'a aucune efficacité. Donc là où je te rejoins, c'est que l'histoire des data, etc. est particulièrement importante parce que sans compréhension fine de ce qui se passe, ce type de solution a peu d'avenir. Pourquoi ? Parce que si on essaye de mettre la quantité nécessaire pour toucher tous les insectes dans le champ alors qu'il n'y a que quelques endroits où il y a une population, je dirais, surnuméraire de cet insecte-là, on risque d'avoir des coûts absolument prohibitifs avec 2 kg, 3 kg, 5 kg de produits nécessaires à l'hectare. Or, si on combine les capacités qu'on a maintenant d'observation du champ, on peut détecter les endroits où il y a une population d'insectes suffisante pour être efficace et n'apporter le champignon qu'à ces endroits-là pour déclencher une sorte d'épizootie locale qui va écrêter, diminuer simplement la population de cet insecte-là dans les zones qui sont problématiques, ce qui permet de passer à quelques grammes. On arrive à imaginer des traitements qui sont de l'ordre de 15 grammes hectare sans problème. Et là, les modes d'application peuvent être complètement différents. On change de monde. Donc, on peut imaginer d'apporter ces 15 grammes par drone, donc d'avoir le drone qui fait l'imagerie, l'analyse de l'imagerie et le traitement, je dirais en peau de léopard, sur le champ. Je vais faire un parallèle un peu malheureux, mais en gros, c'est l'application à l'agriculture de ce qu'on observe sur le champ de bataille ukrainien, quoi. Oui, j'avoue que c'est... Non, mais l'image est terrible, mais... Mais c'est exactement la même stratégie, c'est évident. Ouais.
Et alors tu disais, donc justement, l'idée c'était on détectait en fait des spots d'insectes parce qu'il y a une augmentation thermique liée à leur activité. Exact. Donc il y a des points chauds dans les parcelles. C'est ça. Et il suffit derrière que le drone, en fait, par ventilation avec ses hélices, répande un petit peu de spores sur ces points chauds pour rééquilibrer la population. Et là, c'est un point, moi, qui me semble très intéressant pour l'agriculture de demain. On sait que c'est une agriculture qui est systémique. Mais en ça, on n'a rien inventé. Il n'y a pas de révolution technologique sur le fait de revenir à du bon sens agricole, de la complexité, le bon sens paysan, le fait que tout est lié, qu'on doit penser tout en même temps. Ça, c'est un retour à de la pensée complexe et c'est très bien. Et il y a encore énormément de travail. Mais le bon technologique, en fait, alors il est lié effectivement à des vecteurs de distribution et puis aussi, en fait, à de l'analyse fine de ce qui se passe et à du rééquilibrage. On n'est plus, comme disait Frédéric, j'ai un problème d'adventice, je règle le problème des adventices, déjà j'identifie des tâches, des spots, etc. Et donc j'ai peut-être besoin de moins de traitement. Et puis demain, c'est peut-être même pas un traitement, une élimination, c'est peut-être juste la correction d'équilibre, qui seront peut-être d'ailleurs demain liées à des variations de pH ou de concentration dans tel ou tel élément, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire, Frédéric, comme Juste avant, tu as raison, ça permet éventuellement d'utiliser moins de produits, mais ça permet surtout d'utiliser le produit là où il est efficace. Aussi, parce que si on l'avait mis dans les autres endroits... Oui, c'est une perte et une pollution. Exact. Ça me fait penser, juste, je reboucle avant de repasser la parole à Frédéric, dans le programme Fondation, tu parlais d'économie, tu me disais que voilà, si on arrive à inoculer le couvert avant maïs et que c'est efficace, on est sur des doses d'application qui sont de l'ordre de 1000 fois moindres. Donc en fait, exact, on revient à des choses qui sont des applications ou des technologies qui redeviennent économiquement valables dans une stratégie agricole. C'est tout à fait, c'était un des enjeux principaux du projet, et ça semble être un enjeu gagné, je dirais. Là, dans tous les cas de figure, on a constaté cette amplification-là. Et c'est vrai que sans cette amplification-là, les coûts seraient prohibitifs. Je pense que ça va certainement ouvrir sur des chantiers intéressants. Localiser les adventices, enfin détecter les adventices par caméra devant un pulvérisateur, ça fait plus d'une vingtaine d'années, ça fait même une trentaine d'années que ça existe, c'est devenu de plus en plus efficace. C'est pas beaucoup utilisé, voire pas du tout utilisé, parce que souvent on peut localiser les grandes zones, mais les pollutions dans les champs sont quand même assez présentes et il faut faire attention aux impasses. Alors ça, c'est pour la partie herbicide. Je la mettrai un petit peu à part. Il faut regarder les économies potentielles, mais il faut quand même la mettre à part. Juste une petite remarque, on peut avoir deux stratégies différentes face à une identification de flore en réel, c'est de dire en fait flore je traite, ou si tu combines en fait l'évolution ou l'apparition d'une flore avec des pratiques enregistrées sur les années avant. En fait, c'est de dire que la flore est la conséquence de pratiques et qu'il suffit de corriger des pratiques ou de varier pour peut-être avoir des évolutions. En fait, on peut avoir sur les capteurs, on peut soit avoir, et en gros, la technologie aujourd'hui, ce que nous promet la technologie, c'est des économies. En fait, on est sur le degré 1, c'est je fais des économies, mais je reste dans le monde d'avant, la stratégie d'avant, ou de dire que sur la même base, sur les mêmes captations de données, j'essaie d'avoir des stratégies plus complexes. Mais on est dans la science-fiction. Oui, c'est certainement qu'on peut aller pousser plus loin la dynamique en matière de salissement. Mais il faut mettre pour moi un petit peu de côté l'aspect salissement, l'aspect insecticide, comme Olivier a évoqué, l'aspect fongicide est certainement beaucoup plus intéressant dans un premier temps, parce qu'une grande partie des pratiques sont des pratiques d'assurance. Parce que en tant qu'agriculteur, il est facile d'observer du salissement et on est sensible à la compétition que peuvent avoir les adventices sur une parcelle. Détecter des insectes, détecter des maladies, c'est quand même un travail beaucoup plus complexe et j'avoue que même pour moi c'est quelque chose de plus compliqué, donc on a tendance à être dans l'assurance. Et donc à partir du moment où on commence à avoir des solutions qui vont permettre une détection plus facile de choses qu'il est
plus compliqué à l'agriculteur de détecter, ça commence à être un intérêt parce qu'on va pouvoir choisir de traiter, pas traiter. On va pouvoir commencer à choisir de traiter les zones qui sont les foyers, parce que souvent les attaques ou les maladies se développent par foyer, et donc pouvoir vraiment attaquer les foyers, avec aussi un intérêt supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un impact sur la totalité de la parcelle. On va laisser la chance aux acteurs, aux auxiliaires, de pouvoir contrôler. Parce que souvent, les auxiliaires ont besoin des foyers, ont besoin de voir arriver le ravageur pour commencer à se multiplier et d'être acteurs. Et c'est une course de vitesse entre l'arrivée du parasite, du ravageur, et la prise en charge par les auxiliaires. Et donc si on permet de gagner un petit peu de temps en ayant des attaques ponctuelles, quitte à être impacter aussi les auxiliaires dans ces lieux-là. Mais le reste de la parcelle est protégé et va pouvoir certainement gérer habilement et pouvoir faire en sorte qu'elle gérera peut-être le ravageur que l'on est en train de cibler, mais certainement renforcera la biodiversité pour éviter que dans le futur, on ait d'autres ravageurs ou le même ravageur puisse continuer à se multiplier. Ça, c'est très important, de ne pas laisser d'espace libre. En fait, lorsqu'on laisse trop d'espace libre sur une parcelle, avec un traitement, je dirais, exhaustif et radical, eh bien, on s'expose. On s'expose à un pathogène qui même n'aurait jamais, probablement dans le monde réel, naturel, etc., n'aurait jamais posé de problème et qui se retrouve avec le champ libre. On a exactement le même problème en agroalimentaire. Les endroits trop propres sont des zones à risque potentiel très dangereux, parce qu'en fait, quand on fait le vide, la nature a horreur du vide, et ben c'est le premier qui revient et qui domine la situation qui a gagné. Et puis quand il n'y a personne et qu'il y a une seule ressource alimentaire qui est la culture, et ben on a le plus souvent la chance d'avoir un pathogène, une adventice, un ravageur qui s'installe. Donc en gros, pour revenir aussi Olivier là-dessus, en fait il faut redevenir des bergers de biodiversité dans les parcelles, et c'est l'enjeu de l'agriculture de demain. C'est-à-dire qu'effectivement, réduire le travail du sol, maintenant on sait faire, couvrir les sols on sait faire, tout le monde ne sait pas le faire, mais ça peut s'apprendre. En fait, la sortie des pesticides et des produits dangereux, de toutes ces matières actives qui sont remises en cause, passe justement par le monitoring un petit peu, et puis de donner un petit coup de pouce à droite, à gauche. Et toi, tu parles un petit peu de décréter les points chauds. C'est ça. Et d'arrêter de tuer systématiquement et d'aller dans la diminution de la résistance globale du système. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'on en est au début. C'est vrai aussi que ça demande une anticipation et des moyens technologiques dont on ne disposait pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu plus intelligent que ceux qui étaient avant nous. C'est pas ça. C'est qu'on dispose de moyens qui n'existaient tout simplement pas il y a 15 ans ou 20 ans, en termes d'imagerie, en termes d'analyse mathématique des résultats, etc. Donc c'est tirer profit, je dirais, de choses qui ont été développées pour d'autres usages. Tu parlais du militaire tout à l'heure, mais probablement qui nous ont aidés. Voilà, c'est tout simplement ça. J'irai même plus loin, parce que ces points chauds vont permettre de créer aussi des bases de données, et on sait qu'il y a une sensibilité des plantes à des attaques de ravageurs ou de maladies en fonction de leur état sanitaire. Donc en fait, leur état sanitaire va être lié à la qualité du sol qu'on a en dessous, qui est lié aussi à la fertilité ou des carences, et donc c'est aussi le moyen de vérifier le sol, et certainement, plutôt que de continuer à faire du mapping d'applications ponctuelles d'insecticides ou de fongicides ou autres, bien de se dire qu'on a la possibilité aussi de revenir à ces endroits-là, et s'il y a une certaine cohérence, on va déjà traiter le sol, et si les plantes sont plus équilibrées, peut-être qu'elles seront moins appétantes ou attirantes pour les insectes. Donc, ça peut remettre pas mal de choses
et d'avancer sur ce dossier-là sans pour autant s'interdire de manière ponctuelle des produits qui peuvent avoir un impact, parce qu'à partir du moment où on veut tuer des insectes, quelles que soient ou des maladies ou des mauvaises herbes, c'est une action de tuer, quoi. Et donc il y aura toujours un impact quelque part, mais il sera vraiment ponctuel à l'endroit où il est vraiment nécessaire. Bon, je vous livre encore une formule alors. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Encore faut-il avoir en fait un bon scanner, un bon diagnostic, un bon diagnostic de la situation. Est-ce que Olivier, et puis après, comme d'habitude, je laisserai le mot de la fin à Frédéric, tu as un dernier mot? Oui, juste pour reparler de ta surprise là, sur l'analyse de carte avec cette parcelle qui était bien meilleure que le reste de la parcelle et que tu as retrouvé tout de suite, alors qu'elle datait quand même, je tiens à le dire quand même. Tu m'as épaté parce que tu as dit, mais ça c'est la parcelle que j'avais en... les deux parcelles, je les avais cultivées en même temps, mais c'est une parcelle qui était en prairie. Moi, j'ai arrêté la prairie en 1996-97. Juste pour vous donner une idée de la temporalité des choses. Oui. C'est-à-dire qu'en 2022, on a vu les arrière-effets de quelque chose qui s'est arrêté en 97. Et je suis persuadé qu'on voit des arrière-effets à plus longtemps que ça lorsqu'on commence à travailler sur le vivant du sol. Voilà, et donc quand on parle d'anticipation, ça donne un petit peu... Je voulais juste parler de l'échelle de temps. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur la première partie, sur la gestion de l'eau. On aura l'occasion certainement de réévoquer l'intérêt des couverts végétaux sur la gestion de l'eau. Et donc, j'aime bien, lorsque tu as parlé de matière organique, utiliser la phrase suivante, cultiver le soleil pour récolter la pluie. Parfait. Donc, effectivement, je pense qu'on traitera le sujet. Cependant, le prochain rendez-vous, on va parler de culture industrielle, et puis on ira voir Nathaïs, et on parlera aussi beaucoup de maïs popcorn, mais pas seulement, également de couverts et de carbone. Merci Olivier, merci Frédéric. Merci. Merci à toi.